Merci Johanna et bonjour à tous. Du coup, moi c'est Améline Ducourtieu. Je travaille notamment sur le développement des filières bas carbone au sein d'Odéis depuis un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, on vous propose en introduction de journée une première table ronde autour de la fourniture et de la filière. Donc, comment se structure la filière? Est-ce qu'on a des entités identifiées? Est-ce que la fourniture est disponible? Où? Localement? Avec qui? Sous quelle forme? Et avec nous, du coup, on va retrouver Elian Latour, qui représentera aujourd'hui la Confédération de la Terre Crue, Bastien Binet, qui représentera du coup Argile d'Aquitaine, Marie-France Dubourg avec la briqueterie Dubourg, Nathalie Manchon et Caroline Gadomski pour le groupe Daniel. Je vous propose de commencer par un tour de table afin de vous présenter, de dire quelques mots sur votre structure. Bastien, si tu veux commencer. Mais non, ici, il n'y a pas de règles. Non, on casse les codes. C'est mieux? Oui. Super. Bonjour à tous, Bastien Binet, je suis gérant d'Argile d'Aquitaine. Je voulais prendre juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui ont organisé cet événement, parce que c'est une sacrée performance, surtout quand on voit la mobilisation qu'il peut y avoir. Et du coup, remercier aussi toutes les personnes qui sont ici. Ça fait plaisir de voir une mobilisation si forte et autant de curiosité et d'intérêt pour la terre crue dans la construction. Donc, merci à tous. Voilà, je suis gérant d'Argile d'Aquitaine. Argile d'Aquitaine, rapidement, c'est une société qui est basée à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, dans le 47. Pour ceux qui ne situent pas Fumel, vous faites un cercle entre Bergerac, Sarlat, Montauban, Cahors, Agen, et on est au milieu de tout ça. Donc voilà, il faut être motivé pour venir nous voir, mais n'hésitez pas, nos portes sont ouvertes. Et vous verrez, la région est belle et ça vaut le détour pour voir aussi ce qu'on peut proposer. Argile d'Aquitaine est une vieille société dont l'entité juridique existe depuis 1957, mais il y a une activité sur le site sur lequel on est depuis 1874. Argile d'Aquitaine a fait plein de métiers différents. Métier historique dans le réfractaire. Après, il y a une dizaine d'années, on a commencé une première diversification sur une gamme d'enduits chauds pouzzolaniques. Pour ceux qui ont des questions là-dessus, je pourrais répondre plus tard. Ce n'est pas l'objet de la table ronde. Ensuite, on a développé une gamme de coulis de génie civil. Et en fait, dans ces trois métiers, on retrouve toujours de l'argile sous différentes formes. Et c'est naturellement qu'on est venu à la terre crue, maintenant il y a 5 ans. Et on en parlera au cours de cette table ronde. Merci Bastien. Marie-France ? C'est bon, tout fonctionne. Bonjour à tous, Marie-France Dubourg. Oui, c'est agréable de voir autant de monde pour de la terre crue. Alors moi, je suis d'une entreprise située au Barp, en Gironde, à 30 km au sud de Bordeaux. Nous sommes sur un gisement d'argile qui est là depuis 200 ans. Nous extrayons et nous fabriquons depuis 200 ans, avec un gisement d'une qualité et d'une finesse exceptionnelle. Alors nous sommes d'abord des céramistes. Donc on cuit et on fait les pavés céramiques de la ville de Bordeaux depuis plus de 30 ans. Et il s'avère qu'on s'est mis à la terre crue parce il y a 5-6 ans, on est tous à peu près pareils à être partis, on a Aquitanis, qui est un bailleur social dans la région bordelaise, sur la commune de Biganos exactement, est venu nous voir et nous a demandé de réfléchir à créer une brique d'argile, non pas de cailloux, d'argile. On avait un cahier des charges assez précis, c'était soit avec de la paille, soit avec de la sciure, soit avec du chanvre. La sciure est utilisée pour les chaufferies, la paille pour autre chose, donc on s'est dirigé sur le chanvre. Et on fabrique depuis 3-4 ans, on fabrique des briques à base d'argile et de chanvre. Et on est sur la région de Bordeaux, puisqu'on fait un petit peu régionalement. Voilà. Et on est en pleine évolution. On a fait 2-3 000 mètres carrés de briques déjà posées. On est en train de se normer, puisqu'il y a une norme, peut-être qu'on en parlera. Et on est en pleine évolution. Voilà.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On est ravis de pouvoir participer à cette journée. Donc, je suis Caroline Gadomski-Broucaire, je m'occupe de la communication et de la RSE au sein du groupe Daniel. Et donc, je suis accompagnée de... Bonjour, de Nathalie Manchon. Donc, je suis responsable R&D chez Daniel depuis 3 ans maintenant. On vous expliquera un petit peu plus en détail comment s'est créée cette société. Voilà. Est-ce que je développe sur Daniel ou tout à l'heure peut-être ? En 2 mots si vous voulez. Oui, le groupe Daniel, alors je ne sais pas si vous le connaissez, donc historiquement nous sommes Carrier, c'est une entreprise donc, familiale et indépendante qui est basée donc, à l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc carrière historique et on déploie sur différentes activités liées à la construction. Donc on a 13 carrières et gravières, 13 centrales à béton, 3 unités de préfabrication, des unités de recyclage et nous transportons donc nos produits. Voilà, on est fournisseur de matières premières et on vous expliquera pourquoi nous sommes allés sur la terre crue. Merci beaucoup. Et il nous reste Elian Latour qui nous a rejoint en visio pour la SCOP Ecozimut, mais qui représente ce matin la Confédération de la Terre Crue. Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien, oui. Très bien. J'ai un petit écho en retour, j'ai un petit message pour l'ingé son, ça va mieux. Donc, je veux bien que tu passes sur la slide d'après, du coup, comme ça, ce sera un bon support à ma présentation. Donc, je m'appelle Elian Latour, je suis représentant aujourd'hui de la Confédération de la construction en terre crue. Donc, on expliquera ce qu'est cette confédération. À titre professionnel, moi j'ai cofondé, je travaille actuellement dans un bureau d'études qui s'appelle Scope Ecozimut et où on s'est spécialisé depuis une dizaine d'années dans l'accompagnement, la prescription et l'implication dans les filières de la construction écologique, donc bois, terre, paille en premier lieu et puis d'autres sous-filières autour des bio et géosourcés. Mais donc avec une implication assez forte dans la filière terre crue qui se matérialise par des implications associatives. Je suis membre d'Arezo, l'association régionale d'éco-constructeurs du Sud-Ouest depuis 2012. Et en tant que membre d'Arezo, j'ai été nommé au conseil d'administration de la Confédération de la construction en terre crue en 2019 lors de la création de cette structure et j'y ai été jusqu'en 2024. Là, j'ai passé le relais de ma place océan en début d'année pour me concentrer sur l'animation du groupe de travail qu'il y a en cours, qui est un groupe de travail sur les textes normatifs. Donc voilà pour ma rapide présentation. Je peux continuer en détaillant ce qu'est la Confédération de la construction en terre crue et après donc, je vais zoomer sur 2-3 actions, le but étant qu'on puisse donner une vision un peu macro de la filière terre crue et des actualités. Ouais, voilà, donc la Confédération de la construction en terre crue, c'est un regroupement d'associations et d'organisations professionnelles. Donc aujourd'hui, ça comporte 10 structures que vous avez à l'écran. Il y a 5 associations régionales, dont celle dont je fais partie à Réseau dans le Sud-Ouest, une en Rhône-Alpes, Terra, et ensuite une en région plutôt Bretagne, collectif des terreurs mauricains, l'ARP en Normandie et récemment le collectif francilien de la terre crue qui nous a rejoints. C'est intéressant de souligner que c'est récemment parce que ça fera peut-être écho avec vos dynamiques de filière régionale. Il y a quelques années, le collectif francilien n'existait pas officiellement. Il était regroupé d'acteurs qui coopéraient, qui travaillaient ensemble, qui se croisaient régulièrement sur les événements ou sur les chantiers, mais qui n'avaient pas de structure pour se rassembler. Ils l'ont créé, ils ont intégré la confédération en suivant. En complément, il y a 2 associations nationales, une qui est spécifique au sujet de la terre crue qui s'appelle Aster, et l'autre qui est plus générale, Maison Paysanne de France, qui adresse tous les sujets en lien avec le patrimoine, l'architecture vernaculaire et les techniques du bâti ancien dont la terre crue fait intégralement partie. Et puis ensuite, on a la représentation des 3 organisations professionnelles du bâtiment, la FFB avec sa sous-partie UMGO, Union des maçonneries et du gros œuvre, la CAPEB,
et la Fédération des scopes du BTP. Voilà. Donc c'est important d'avoir tous ces acteurs-là parce que ça apporte une diversité de points de vue et du point de vue de l'État, de la DHUP, des personnes qui souhaitent que la filière se développe, ça donne une légitimité à la Confédération pour représenter la filière dans les discussions normatives, dans les discussions stratégiques, dans la prise en compte de nos points de vue sur tel ou tel projet, appel à projet, réglementation, ainsi de suite. Voilà. L'État, par l'intermédiaire de la DHUP, du secrétariat général au développement durable, est régulièrement en relation avec nous, notamment via le projet national PNTER, que je détaillerai après. On peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Donc cette slide, elle vient illustrer, même si le format là est assez court et que ça méritera d'être détaillé et affiné, mais elle vient illustrer les principales convictions qui sont défendues au sein de la Confédération. La terre crue, c'est un matériau millénaire, c'est une technique constructive ancestrale. Il y a des évolutions récentes, on l'a vu dans les présentations là juste avant. Il y a des personnes qui s'intéressent à ces techniques-là pour développer des activités économiques avec des innovations, avec de l'industrialisation, avec tout un tas d'ambitions, notamment pour massifier l'usage de la terre crue. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir et qui est très bien. Mais au sein de la Confédération, on est vigilant à ce que ce ne soit pas fait à n'importe quel prix. Et on tient fortement à ce que, quand on parle de techniques constructives en terre crue, d'une part, la cohésion soit assurée principalement par l'argile, de manière à ce que ça permette une réversibilité du matériau, parce que ça, c'est quand même tout l'intérêt de ce matériau-là, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de réaction chimique pour le liant, pour le fait qu'il tienne, ça veut dire qu'il est réversible et donc renouvelable et réutilisable à l'infini. Ce qui est beaucoup moins le cas dès qu'on commence à mettre des liants hydrauliques dedans. Le deuxième point, c'est de toujours avoir en tête que c'est quand même une technique qui a des impacts environnementaux faibles dès lors qu'on la mécanise pas trop, qu'on la transporte pas trop et qu'il faut, dans les innovations ou les produits qu'on développe, être sensible à ça et regarder comment on se comporte par rapport à d'autres techniques. Vous parliez tout à l'heure du PTCE qui a un ancrage territorial. La terre crue, par définition, et les techniques constructives associées ont aussi un ancrage territorial parce que selon les régions, selon le type de terre, selon les savoir-faire également, il y a des techniques spécifiques à chaque territoire. Le dernier sujet sur lequel je voulais venir, parce qu'il est en lien assez étroit avec le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'étais très intéressé qu'on nous convie pour y participer, c'est le sujet du rôle du savoir-faire et de l'artisan, du geste finalement dans les métiers de la construction en terre crue. À la différence de beaucoup d'autres produits de construction, la terre crue, c'est pas forcément quelque chose qu'on va aller acheter chez son distributeur avec un guide de pose et qu'on va pouvoir faire poser à n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. C'est des voies qui existent, on va en discuter après et il y aura de nombreux exemples qui vont dans ce sens, mais historiquement, la terre crue, c'est prendre la terre qu'on a sur le site de la construction et en faire un ouvrage avec. Et ça pose différentes questions, mais la question majeure, c'est la question du savoir-faire, parce que avec la même terre, selon des savoir-faire différents, vous allez pouvoir obtenir des résultats différents. Et donc, derrière, je crois qu'il y a une table ronde sur l'assurabilité. Moi, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que je travaille sur les textes normatifs, comme je l'ai précisé en introduction. Le fait qu'il y ait cette variabilité d'une part de la matière d'un site à un autre et la variabilité de savoir-faire,
ça pose la question de comment l'ouvrage va se comporter. Est-ce qu'on peut prédire comment il va se comporter a priori? Est-ce qu'on peut cantonner une terre à une technique ou est-ce qu'il y a d'autres façons de valoriser les savoir-faire locaux? Voilà. Donc c'est ces points qu'on défend au sein de la Confédération et sur lesquels on essaye d'appuyer et surtout de mettre en pratique dans les travaux qu'on mène. Et si vous le voulez bien, je vais zoomer sur deux d'entre eux qui sont importants et qui nous mobilisent beaucoup en ce moment. Le premier, c'est sur la slide d'après, c'est celui justement de la formation. Parce que pour développer une filière, le sujet de la formation, de la transmission des savoir-faire, c'est essentiel. C'est souvent à l'origine de malfaçons, c'est souvent à l'origine du manque de massification. Pour qu'une technique ou des techniques se développent, il faut que tous les acteurs de la chaîne qui interviennent dans un projet soient correctement formés. Ça va des assistants maîtres d'ouvrage, au bureau de contrôle, aux ingénieurs, aux architectes, aux artisans, ainsi de suite. Souvent, on pointe du doigt le manque de formation des personnes qui mettent en œuvre. Il nous manque des maçons terre crue, il nous manque tel ou tel type d'artisan, mais on a fait un diagnostic de l'offre de formation. Donc c'est le projet qui s'appelle Terre de métier, qui a été financé par la Caisse des dépôts et consignations en 2022-2023. On constate, quand on fait ce diagnostic un peu exhaustif, qu'il y a des trous dans la raquette à tous les niveaux et que finalement, c'est peut-être sur chantier qu'il y en a le moins. Et donc, à l'issue de ce diagnostic, la Confédération a travaillé sur finalement reformuler le constat de ce diagnostic et proposer un plan d'action pour la formation et la transmission des savoir-faire en réponse à ce constat. Donc ce document, il est tout récent, il est paru sur notre site internet il y a la semaine dernière. Je vous ai mis le lien pour le télécharger. Je ne vais pas détailler ce qu'il contient, même si je trouve que c'est très intéressant, mais les deux points principaux, c'est que ça explicite de manière assez claire les besoins de transmission de savoir-faire concernés pour le sujet de la construction en terre crue. Et ça propose un plan d'action pour répondre à ces attentes. Un plan d'action, pour ceux qui ont la curiosité d'aller lire le document ou de regarder au moins la synthèse, qui est basé un peu sur les valeurs que je décrivais précédemment, et notamment l'évaluation entre pairs, la notion qu'il y a des techniques qui peuvent s'apprendre et se perfectionner au fil du temps, et ainsi de suite. Donc ce premier sujet de la formation de transmission de savoir-faire, au sein de la Confédération, c'est un sujet qui est fondateur et sur lequel on va continuer à mettre des moyens dans les années à venir. Le deuxième sujet sur lequel je voulais zoomer, c'est le projet National Terre. Le projet National Terre, c'est un projet national de recherche scientifique, donc fait par des chercheurs dans des laboratoires, souvent des laboratoires universitaires, mais dont le besoin, dans le cahier des charges de ces recherches, a été imaginé, conçu, décrit par les professionnels du terrain, les artisans, les architectes, les ingénieurs, ainsi de suite. Et donc ça permet d'identifier, finalement, ça a permis d'identifier les différents verrous, les différents freins à l'utilisation de la terre crue dans la construction et de mobiliser des fonds et des moyens de recherche pour travailler, capitaliser, engranger des données, de la connaissance pour accompagner la levée de ces freins-là. Donc ça peut être des freins techniques, ça peut être des freins juridiques, ça peut être tout un tas de freins, des freins sociologiques également. Et peut-être sur la slide d'après, on verra comment le projet est découpé. En fait, on l'a découpé en 8 axes de recherche. Le sujet du confort, de l'efficacité énergétique, le sujet des impacts environnementaux, de la durabilité, de la sécurité incendie et du comportement mécanique. Ça, c'est 5 macro-sujets qui permettent de mieux comprendre, de mieux modéliser les spécificités du matériau et des structures en terre.
Ensuite, le sujet des essais in situ et de la formation, donc c'est comment on fait le lien avec le terrain, et notamment les essais in situ, c'est ce que je commençais à introduire tout à l'heure, comment on peut juger de la performance d'une terre ou d'un élément d'ouvrage construit en terre crue sans passer par des batteries de tests en labo. Et après, le dernier axe qui est en bas, c'est un axe transversal sur la socioculture de la terre crue, pour bien comprendre où sont les verrous, les analyser, voir comment on peut les lever, y travailler dessus. Donc ce projet national, il est lancé depuis 2 ans et demi maintenant. Il y a eu des financements, il y a des projets qui sont en cours. Et je pense que sur la dernière slide qui est après, j'ai mis le lien vers le site internet. Je vous invite à aller voir également, éventuellement à nous rejoindre si c'est des sujets qui vous intéressent. Moi, je pensais que je l'avais fait, mais c'était peut-être sur la slide d'avant. C'est vraiment, on avait l'AG là, il y a 2 semaines, l'Assemblée Générale annuelle, il y a vraiment énormément d'actualités. On se rend compte qu'au sein des laboratoires de recherche, il y a également beaucoup de choses qui existent déjà, mais qui n'ont pas été valorisées, qui n'ont pas été, entre guillemets, vulgarisées ou mis à disposition des gens du terrain. Donc déjà, rien que ce travail-là est hyper riche. Mais les questions qui se posent et les stratégies qui se discutent dans ce projet pour finalement l'avenir de la filière et son développement, ben là aussi mobilisent des professionnels, de l'énergie, du temps, de l'argent. Et c'est des échanges très riches. Donc n'hésitez pas à suivre ce projet, éventuellement à le rejoindre si c'est des sujets qui vous intéressent. Merci Elie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que au niveau du sujet de la filière, on va peut-être pouvoir rebondir sur la filière plus régionale chez vous. On a vu qu'il n'y avait pas d'association régionale, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'association officielle qu'il n'y a pas de filière. Je pense qu'en témoignent toutes les personnes présentes ici, c'est des personnes qui sont intéressées, donc ça commence par ça. Donc je ne sais pas, Johanna, si tu veux qu'on dise un mot, peut-être avec l'appui de Bastien ou autre, sur ce focus un peu plus régional. Oui. Ouais, complètement, oui. Oui, merci beaucoup, Elian, pour cette introduction. Mais en fait, vous avez déjà répondu aux premières thématiques que je voulais aborder en introduction de cette table ronde. C'était comment est structurée la filière à l'échelle nationale, à quels enjeux aussi on fait face. Et vous en avez très bien parlé, notamment sur le volet des projets et du volet aussi de la formation. Je sais que du coup, Argile d'Aquitaine et la briqueterie sont également engagés dans la structuration. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, oui, moi, je veux dire quelque chose parce qu'il ne faut pas confondre. Alors, je pense qu'on a beaucoup de donneurs d'ordre dans la salle où il y a une question de terre crue pour du particulier et il y a une question de terre crue pour du collectif et des immeubles. Il ne faut pas tout confondre. On ne va pas chercher la terre au coin de sa maison pour faire sa maison particulière. Aucun problème, mais dès qu'on passe sur du bâtiment collectif ou autre, il faut être structuré. Alors je crois qu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre ici dans la salle, donc il y a 2 discours à tenir, hein, comme dit monsieur, là, Icozimut, où on prend la terre au pied de son immeuble et on construit sa maison, et là les responsabilités, il n'y en a pas, mais dès qu'on commence à passer sur du bâtiment collectif ou autre, il faut être hyper structuré et pas faire n'importe quoi. Donc pour moi, il y a 2 discours. Merci Marie-France. Et justement, la prochaine thématique pour moi, c'était aussi la thématique de la disponibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, du coup, on a... Oui, Elian, pardon. Oui, je vous en prie. On aura la possibilité de réagir ou d'échanger sur ce qui vient d'être dit. Oui, je vous en prie, si vous voulez dire un petit mot sans problème avant de passer à la suite. Okay. Non, mais c'est un discours qu'on entend souvent, qu'il faut tenir ce double discours, qu'en gros, quand on construit pour soi ou pour des maisons individuelles, on peut faire n'importe quoi, parce que sous-entendu, enfin pas sous-entendu, ça a été dit, dès qu'on construit sur autre chose, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc je pense que c'est pas ça qu'il faut opposer, et c'est pas forcément ce que j'ai voulu témoigner. Si ça a été mal compris ou compris de cette façon, je préfère le repréciser.
l'enjeu du projet national Terre, l'enjeu des sujets qu'on traite chez Ecozimut, c'est pas du tout les enjeux du particulier. En fait, à l'échelle de la maison individuelle et du particulier, si on veut construire en terre crue, aujourd'hui, ça se fait très bien. Il y a beaucoup moins de freins que sur les autres projets. Là, on parle de collèges, de lycées, de logements collectifs, de bureaux, de cinéma. Nous, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Le cœur des textes normatifs, des règles professionnelles, de ces textes-là. Mais on peut aussi imaginer avoir quelque chose de très sérieux et de très structuré, pas forcément avec la terre de son terrain, mais aussi avec la terre de son terrain. Ça, c'est des sujets, la variabilité de la ressource, le savoir-faire. C'est pas quelque chose qu'il faut exclure, y compris dans les gros projets. Et on a des exemples très récents et en cours sur des écoles, sur des logements collectifs qui se passent comme ça, qui sont assurés et qui mobilisent des choses très intéressantes. Oui, je suis d'accord. On a des sujets sur Bordeaux où on nous propose des terres, j'appelle pas ça de l'argile, de grosses quantités, mais il faut analyser à chaque fois les poches d'argile que l'on trouve, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut, là on est sur un projet où on va peut-être prendre des terres d'excavation, que l'on appelle, que l'on va mélanger à notre propre argile, mais bon, on va faire ça, il faut faire des tests d'abord, et on va arriver à 20-30% de cette argile qu'on va inclure dans la note, quoi. On peut, à chaque fois qu'on trouve des poches d'argile, on est obligé de les analyser pour pouvoir faire une bonne construction, un bon produit. Mais c'est bien pour ça que dans le PNTR, il y a un axe dédié entier qui s'appelle essai in situ pour justement pouvoir caractériser et si possible de manière efficace mais pas trop coûteuse les différentes terres qu'on a à disposition. Merci pour ces échanges. On va passer à la ressource et à la fourniture. Je peux dire juste un petit mot sur oui. sur la structuration de la filière. Je vais essayer de faire très concis et de rester positif. Parce qu'on a vu qu'il y avait un trou dans la carte au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, comme Elian l'a montré sur les slides et comme il a pu le dire. Malgré ça, est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien dans la région ? Non. Si on fait un très rapide visuel sur toute la filière, je remercie les 2 mètres d'ouvrage que j'ai pu apercevoir, mais je m'aperçois que c'est quand même un public peu présent à ce genre d'événement. Et c'est vraiment à nous tous, ici, dans la salle, autour de cette table, et en particulier aux maîtres d'œuvre, de faire remonter qu'est-ce qu'on peut faire en terre crue, quels sont les freins réglementaires, mais quels sont ceux qui sont déjà levés, partager les bonnes expériences, les bons retours de chantier, publics ou privés. Donc il y a quand même la maîtrise d'ouvrage qui est consciente de ça, la maîtrise d'œuvre, quand on voit tout le monde qu'il y a, c'est très positif. Au niveau de la fourniture, alors on va en parler un petit peu plus tard, mais dites-vous que l'argile est le matériau le plus disponible sur Terre de toute façon, donc ce n'est pas un problème de ressources. Après, il y a des freins à lever, on en a déjà parlé. Je suis très rassuré de voir qu'il y a des assureurs et des bureaux de contrôle qui sont aussi présents à ce genre d'événement. Et après, il y a évidemment qui va mettre la matière en œuvre. Et là, on a un artisanat de qualité, en particulier sur votre territoire. On a quand même Habitat Éco-Action, qui est représenté avec de nombreux artisans, qui ont beaucoup d'expérience depuis de longues années. Et après, il y a la question de la formation pour avoir encore plus d'artisans. Et la formation, vous êtes aussi très bien représenté avec le PERF localement. Il y a ODIS qui est très présent dans la région. Donc globalement, est-ce qu'on a besoin d'une structure en Nouvelle-Aquitaine ? Oui, peut-être, sûrement. Mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'avancer sur les sujets de terre crue dans l'habitat. Merci Bastien. Je vous propose, oui, du coup, d'aborder le sujet aussi de la ressource. Donc, vous avez commencé à l'introduire. Et il me semble qu'on commence par Argile d'Aquitaine. Du coup, est-ce que, selon vous, même si voilà, vous avez déjà commencé à y répondre, il y a assez de ressources pour construire en terre crue aujourd'hui ? Et quel type de produits vous développez pour répondre à ces besoins ? Alors, comme je disais, l'argile est quand même le matériau le plus disponible sur Terre, comme liant, cru, pas de transformation thermique. Donc, c'est un matériau disponible, qui est même un déchet pour certaines personnes. Donc, c'est une ressource disponible. Après, c'est comment on le transforme et comment on le met en œuvre pour qu'il soit appliqué sur des chantiers.
Là, vous avez 3 métiers différents et 3 manières d'utiliser les argiles dans des produits qui vont vous être présentés. Nous, chez Argile d'Aquitaine, on propose des produits non façonnés. C'est-à-dire que là, on va sûrement vous parler de briques de terre crue. Donc, on est sur des produits façonnés. Nous, on va être sur des produits non façonnés qui vont être à mettre en œuvre par les artisans. Donc, on va vous proposer alors, soit des argiles pures pour ceux qui veulent faire leur mélange eux-mêmes de mortier, soit pour des applications comme le terre-chanvre en correction thermique. Et ensuite, toute une gamme de mortiers qu'on a développé depuis plusieurs années. Donc on a toute une gamme d'enduits muraux qui vont des corps d'enduits qu'on appelle enduits de base pour aller sur des supports comme des constructions paille jusqu'à des enduits décoratifs de finition applicables en 2, 3, 4 mm. Ouais, allez-y. Là, il y a des petites images d'entreprise. Je ne vais pas les commenter parce que je pense qu'on fait du béton d'argile, donc du béton empisé. Ça, on peut le voir aussi ici. Dans tout ce qui est enduit et mortier, on a aussi des solutions terre crue. On a des solutions terre crue. Pour le sol, excusez-moi. Pour le sol, venez me voir, on échangera dans la journée. C'est un monde. On peut en parler pendant 3 heures. Il y a des belles opérations qui se font. Là, on le voit à l'écran sur marché public. Support paille, enduit terre dessus. Voilà. Après, on fait des mortiers de jointement pour des briques de terre crue aussi. Voilà. Donc, on va être argile pure et mortier d'argile et béton d'argile pisé. Et je passe la parole. Alors moi c'est différent. Hein. On a une carrière d'argile. On fait des briques. Donc voilà. Ce produit, c'est une brique non pas compressée mais extrudée, avec des modèles. Alors, c'est celle-là que l'on va normer, puisqu'on a commencé, comme je vous ai dit, à travailler avec Biganos, avec plusieurs architectes. On a fait avec M. Loiret, il a voulu un modèle. On a fait avec Olivier Legrand, il a voulu un autre modèle. Et chaque architecte veut son modèle. Mais bon, au bout d'un moment, sachant qu'il y a une norme, je pense qu'on va en parler aussi de ces normes, il y a la XPP 13901 qui est sortie en briques de terre crue extrudée ou compressée. Donc nous, le modèle que l'on norme, qui est en test en ce moment, c'est celui-là. Alors nous, on a une carrière d'argile. On micronise nos argiles, mais on les micronisait déjà. Alors on lui fait un peu concurrence parce qu'on en vend un peu. Et on micronise parce que nous, en céramique, on avait besoin de microniser. On a de la pyrite de fer à l'intérieur et cette pyrite éclatée lors de la cuisson. Donc là, pour la brique crue, c'est très bien parce que le mélange entre le chanvre et l'argile, on a les mêmes mouvements de produits puisque elle est micronisée. Le chanvre, on l'utilise en poussière, c'est-à-dire qu'on utilise un résidu qui ne sert à rien. Donc tout ça se mélange bien, c'est envoyé dans des machines, extrudé, coupé à dimension, séché, on sèche tous nos produits, ils sont tous passés en étuve, ensuite ils sont sur palette avec un carton fabriqué à côté de chez nous pour enlever l'humidité résiduelle qu'il pourrait y avoir. Donc ça fait qu'on peut construire à tout moment, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Et pour le mortier, on utilise notre argile micronisée et du sable. C'est-à-dire que c'est recyclable totalement à l'infini. Il n'y a aucun stabilisant. Voilà. Donc nous, voilà ce qu'on fabrique. Donc du coup, en termes de disponibilité, vous pouvez sortir du mètre carré. 150 mètres carrés jour. Okay. Merci pour ces réponses. Oui, on va passer désormais au groupe Daniel. Micronisé en poudre. Okay. Entre 100 et 150 microns. D'accord. Et la différence entre extrudé et compressé? Compressé, c'est une presse. Okay. Extrudé, c'est une machine et puis ça fait en boudin, c'est coupé à dimension. Oui. On ne va pas entendre, en fait. Après, sur YouTube, en fait. Oui. Oui, en fait, la rediffusion sera sur YouTube et du coup, si vous n'avez pas de micro, on n'entend pas votre question. Mais du coup, on fera un temps d'échange avec la salle à la fin, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez reposer votre question pour que ce soit bien entendu à la rediff YouTube. Oui, du coup, parlons maintenant du groupe Daniel qui a du coup développé un nouveau produit Terraglo. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce nouveau produit et également les orientations prises par le groupe ? Oui, donc voilà, on a fait une petite présentation avec Nathalie. Donc nous, on n'a pas porté le produit, mais vous allez l'utiliser cet après-midi. Donc ça s'appelle
TerraGlo, donc moi j'ai juste parlé au niveau des ressources. Donc à la base, donc, je l'ai expliqué, on est carrier. Et donc quand on extrait donc, des matériaux, il peut y avoir effectivement, lié à l'extraction des matériaux dont on n'a pas forcément besoin. Donc du coup, nous, au niveau de l'activité liée à l'extraction, on avait des surstocks en fait et des problèmes de place. Qui ont été relatés par nos responsables de production. Donc on est parti finalement d'un problème qui est devenu une opportunité de marché. Et aussi donc, dans le fait d'être moteur dans l'économie circulaire et la durabilité, l'idée c'était de valoriser l'ensemble en fait, des matériaux issus de nos carrières et de nos gravières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors la ressource est disponible, mais en termes de carrière et gravière, on a des gros problèmes aujourd'hui d'acceptabilité sociale sur donc, les sites en fait. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'étendre des carrières et des gravières et pourtant, tous autant que nous sommes, on en consomme 14 kilos par an. Alors, par la route que vous avez utilisée, par la tasse où vous avez bu votre café, où il y a du sable, le dentifrice pour se laver les dents, il y en a partout. Et aujourd'hui, les gens l'oublient un petit peu. Et donc, du coup, nous, en tant que carrier, on a vraiment cette problématique d'extension de nos sites. Voilà. Donc, je voulais juste dire que oui, elle est disponible, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve avec des dossiers de 10-15 ans pour extrêmement chronophages, de grosses réglementations. Et c'est très coûteux puisque nous, on a un service dédié foncier où il y a donc la géologie, un hydrogéologue qui travaille donc à temps plein pour justement travailler sur nos sites. J'ai renouvelé. Ça marche. J'ai renouvelé mon autorisation de carrière. Non, ça marche pas. Il faut appuyer sur. Voilà. Là, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai renouvelé mon autorisation de carrière parce qu'on est pareil, hein, on est soumis et on a payé pour une petite structure parce qu'on est une petite entreprise 60 000 €. Il a fallu mettre sur la table pour extraire chez nous, aller 3 jours par an à la carrière, contrairement à vous, et j'ai été obligée de payer cette somme-là. Vous êtes exonéré de ce coût si vous n'extrayez que 500 tonnes par an. Mais 500 tonnes par an, pour une entreprise, c'est pas valable. Nous, on extrait 3 millions de tonnes. D'accord, de granulats, sur donc 13 carrières et gravières, sur un maillage territorial donc entre le 40, le 65 et le 64. Voilà, donc nous, notre credo, c'est d'extraire à proximité des chantiers. Voilà, et donc de livrer nos produits, alors que ça soit bien sûr les cailloux, le béton. Voilà. Et donc du coup, on est parti de ce constat-là et il fallait trouver donc, un débouché pour ces matériaux. Et donc c'est là en fait où on a créé donc la société DIRD, Daniel Innovation Recherche et Développement, qui date de 3 ans et où Nathalie Manchon donc a été donc recrutée et responsable donc de l'entité qui est présidée par Joséphine Daniel. Voilà, parce que je l'ai pas précisé aussi, mais le groupe Daniel c'est une famille, voilà, un acteur indépendant. C'est important de le dire aujourd'hui dans le paysage industriel français. Voilà, je laisse Nathalie sur la partie technique. Merci. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Parce que, voilà, juste pour vous présenter notre produit, TerraGlo. Donc, cet après-midi, il y a un atelier, donc vous pourrez le toucher, le manipuler. Comme l'a dit Caroline, en fait, quand j'ai été embauchée, moi, on m'a demandé de revaloriser l'ensemble de nos coproduits, donc les coproduits liés à notre activité. Donc, j'ai commencé par faire un tour de l'ensemble de nos sites et j'ai vu qu'il y avait d'un côté, il pouvait y avoir des boues, les boues de lavage, donc des matériaux nobles. Ce sont juste quand on extrait les graviers, en fait, ils sont recouverts de boue, on doit les nettoyer et ces boues se retrouvent dans des lagunes. Par ailleurs, sur nos sites, sur nos carrières, en fait, on avait ce qu'on appelle des stériles. Donc, c'est soit des poches ou des terres, on va dire, de découverte ou des failles dans lesquelles il y a des matériaux argileux, mais associés à de la terre ou de l'argile. Donc, pas suffisamment riches en matière rocheuse pour être utilisés. Donc, tous ces matériaux sont mis de côté. Donc, j'ai eu l'idée, parce que je connaissais déjà un petit peu, les briques en terre crue. Donc, j'ai commencé à faire un mélange dans un premier temps. Donc, on peut passer... Voilà, à l'étape suivante. Au début, je me suis cantonnée uniquement à cette partie fine, au niveau des bouts. Et très vite, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas suffisamment de tenue quand on les compressait. Donc, en fait, j'ai compris qu'il fallait aussi augmenter donc, la densité du matériau.
Donc, j'ai recomposé une terre avec l'ensemble de ces produits qui se présentaient chez Daniel et qui posaient problème et qui nous coûtaient en plus pour se débarrasser de ces produits. Donc, même si on a un peu qui sont utilisés pour réhabiliter, pour les berges, la réhabilitation de nos sites. Donc là, sur la photo, non, pardon, attendez, excusez-moi, je ne pas assez vite. Donc, sur la gauche, en fait, oui, sur votre gauche, vous voyez, en fait, il y a les bouts de lavage qui ont été séchés. Bon, ça, c'est une préparation en laboratoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait ça dans un format un peu plus important. Hein. Donc, on a là, les bouts sont séchés, mais il faut savoir qu'on a certaines de ces bouts qui se présentent, elles ont 70% d'humidité. Donc, ça demande un travail de préparation où il faut s'y prendre 1 an à l'avance, en fait, pour les mettre sur les berges, pour les égoutter, parce que l'objectif, c'est d'utiliser très peu d'énergie, en fait, pour les rendre à la teneur en eau et à la mouture souhaitable pour pouvoir confectionner ces briques. Non, pas encore, pas pour le moment. Pardon ? Non, alors on me demandait si on faisait ça avec des filtres presse. Non, aujourd'hui non, parce que en fait ces boues actuellement elles sont dans des lagunes en fait, donc peut-être à venir, on est vraiment au début de notre production. Hein. Donc à terme, si le marché est là, si on arrive à développer, grâce à vous tous dans cette salle, si on arrive à développer ce nouveau produit, là bien sûr on envisagera de mettre en place d'autres choses. Moi je me suis basée, parce que je connais très bien les argiles d'Aquitaine, je me suis basée sur ce que j'avais pu voir, ce qui se faisait en fait sur le séchage de la matière. Tous les gens qui utilisent en fait des argiles, ils utilisent des hangars, ils mettent les matériaux là, ils les travaillent, on va dire, 1 an à l'avance pour les amener, pas tous peut-être, mais bon, selon l'utilisation du produit en fait. Sur la droite, excusez-moi, vous avez une photo des stériles. Les stériles, voilà, ce sont ces débris rocheux mélangés à de l'argile. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément d'argile dans ces matériaux-là. Mais il y a des débris rocheux. Bon, là, on avait dû les préparer, on les a concassés. On peut se permettre, selon la taille de notre produit, d'aller jusqu'à du 10 mm, voire même 16 mm. C'est tout à fait tolérable. Donc, ça y est, on peut passer à l'étape suivante. Là, sur la gauche, donc, vous avez ces différents constituants qui ont été utilisés. On utilise un liant, mais un liant vertueux. Ce n'est pas du tout du ciment. Excusez-moi si j'utilise le terme ciment, et je n'ai rien contre les cimentiers, hein, parce qu'on travaille beaucoup, on a des centrales à béton, donc on utilise du ciment. Mais par rapport à l'éthique de ce produit, je m'étais dit que le ciment, ça ne collait pas du tout. Par contre, nous, comme en fait ces produits-là, on les fabrique dans une usine de préfabrication, il faut savoir qu'ils sont un petit peu malmenés quand même. Donc, du coup, ces matériaux-là, il faut qu'ils aient une certaine résistance au jeune âge. Donc, je connaissais très bien le métakaolin. En fait, c'est une argile calcinée. C'est un produit vertueux qui consomme très peu d'énergie, qui dégage très peu de CO2 lors de sa fabrication. Donc, c'est un mélange de chaux et de métakaolin. Et ensuite, sur la droite, vous avez le mélange final du produit avant la compression. On peut avancer, oui. Donc, l'avantage de la terre crue, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec ce matériau-là, qui est très dense, nous, ce qu'on amène dans un bâtiment, c'est de la masse et de l'inertie. Et avec cette inertie, en fait, on va limiter la consommation énergétique du bâtiment. Il amène également un confort acoustique et hygrométrique. Il faut savoir que la terre crue, c'est un matériau ancestral qui est utilisé. On peut voir dans nos campagnes, on a des granges en terre crue qui tiennent encore debout. En fait, l'avantage de la terre crue, c'est que ça va absorber l'humidité quand il y en a un petit peu trop, donc en période hivernale. Ça va la restituer en période sèche. Ça va amener en fait une sensation de bien-être dans le bâtiment. Bon, ça, on maîtrise bien sûr. Il n'y a pas du tout de cuisson. Ça, c'est un avantage et ça a un impact. On maîtrise le dégagement de CO2. Oui, il y a une question, mais... Juste, est-ce qu'on peut garder la question juste pour après ou pas? Ça vous dérange pas? Vous l'oubliez pas? On a vraiment presque fini. Il nous reste deux petites minutes. Oui, voilà. Donc, on peut avancer.
Donc là, en fait, vous avez le format actuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, on a fait notre première production industrielle. Ça date de décembre 2023. Donc c'est tout nouveau. Mais bon, en 2 ans de travail, on a réussi à sortir un produit. Aujourd'hui, nous sommes à 3 campagnes de production, parce que bon, on a des cadences de production en gros qui sont du 10 000 pièces jour en fait. Donc on fait ça sur des petites campagnes de production. Aujourd'hui, on a un stock suffisant pour, je l'espère, répondre au premier chantier, enfin au prochain chantier, pardon. Donc on a réalisé notre premier chantier au mois d'août. Donc, ah oui, là, excusez-moi, quelques photos. Non. Quelques photos de notre production sur notre usine qui se situe à Tarnos, qui est juste à côté. Donc là, vous voyez le matériau, la mouture à la sortie du malaxeur, qui ressemble quand même à la photo de tout à l'heure, où ça, c'était une photo en laboratoire. Donc avec un gros travail de préparation en amont pour le séchage, le broyage de la matière première, on arrive à obtenir en fait une mouture suffisamment fine, qui est compressée dans notre usine de préfa. C'est de la vibro-compression, en fait. Et ensuite, sur la droite, vous voyez donc l'étuvage. Mais c'est un étuvage à une température ambiante. Hein. On ne chauffe pas du tout. Voilà. Il n'y a pas du tout de cuisson. Et à la sortie de l'étuvage, en fait, on les laisse maturer, on va dire, l'hiver, ça va être 4 semaines. L'été, on peut passer sur 3 semaines. Ensuite, elles sont palettisées. Voilà. L'hiver, parce que bon, en période avec des températures basses, faut pas se mentir, il faut un petit peu plus de temps. Voilà. Et là, en fait, notre premier chantier, en fait, qui a été fait dans une grange, en fait, une maison individuelle. Clément Crozet, ici présent, vous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, une petite cloison, en fait. Il y avait 45 mètres de cloison intérieure qui a été réalisée avec des dispositions un petit peu esthétiques faites par un architecte. Donc, forcément, voilà, un petit peu moins basiquement. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si. Mais... Ah oui, et un chantier aussi, notre deuxième chantier qui date du mois de septembre. Pareil, des cloisons intérieures sur un chantier de Pau, l'école de Marancy, et un futur chantier à venir début décembre. Voilà. Oui. Et juste pour terminer, si le micro fonctionne, nous on est persuadés que ça passera par la commande publique. Voilà. À bon entendeur. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles présentations. Du coup, vous avez pu découvrir un peu la structuration et le maillage national et plus régional qui existe ici avec Elian et la représentation de la Confédération. Vous avez pu découvrir 3 structures, à la fourniture qui est complètement différente, à l'approvisionnement qui est complètement différent. On va pouvoir laisser un temps d'échange avec la salle. On vous propose de poser vos questions et juste avant de dire du coup votre nom, prénom, fonction, structure, juste pour qu'on identifie aussi qui nous pose la question. Et du coup, on va pouvoir commencer par la question qu'il y avait tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est bon. Bonjour, merci pour ces échanges. Je suis Alizé Écunier, architecte. J'ai fondé Dorodango Architecture basée à Sainte-Eulalie-en-Borne, dans les Landes. Je suis spécialisée dans la terre crue avec le DSA Architecture de terre. Et j'avais une question sur les briques de terre de Daniel, parce que si j'ai bien compris, il y a un mélange de terre et de chaux, c'est ça ? Donc, en fait, moi, ça me fait juste bizarre quand vous parlez qu'il n'y a pas de cuisson, puisque la chaux nécessite une cuisson. Donc, pour moi, c'est plus dans les termes. Vous parlez aussi de terre crue, mais en fait, c'est de la terre un peu stabilisée. Donc, voilà, c'était plus des questions par rapport aux termes employés. Alors, oui, c'est de la terre crue qui est stabilisée avec un liant composé de chaux et de métakaolin. Il faut savoir que dans la terre crue, très souvent, quand on fait des BTZ, les gens utilisent de la chaux. La chaux, c'est qui est utilisée depuis la nuit des temps. Le fait de... Non, pas toujours. Vous êtes sur de l'extrudé. On est sur deux choses différentes entre l'extrudé et nous. Et vous amenez le chanvre, donc c'est ce qui fait le liant. Mais en fait, le fait d'associer le métakaolin, c'est justement pour baisser la teneur en chaux. Je suis d'accord avec vous. La chaux est calcinée. Oui. Et dégage du CO2 aussi. Le métakaolin dégage que de l'eau lors de sa cuisson. Voilà.
Et on est en train de travailler justement pour baisser au maximum cette teneur en ion. Voilà. Voilà. Oui. Oui, je veux juste apporter un tout petit complément parce que c'est vrai que la sémantique est importante dès qu'on parle de ces sujets. Même le terme de stabilisation, tout ça est régulièrement rediscuté. Au sein de la Confédération, pour essayer de mettre à plat tout ce débat, on a édité un glossaire qui a demandé beaucoup de travail, qui a pris les avis de différentes personnes. Et donc, vous pouvez aller le télécharger pour bien préciser de quoi on parle. Juste, excusez-moi, j'ai oublié de dire une chose. En fait, on est en cours, on a notre FDES qui devrait sortir début janvier. Donc, il y aura le poids carbone de notre produit. Je peux vous dire déjà, il est très faible. Voilà. Et on va travailler. Alors, on attendait d'avoir réalisé nos premiers chantiers aussi, parce que sans chantier, on ne peut pas faire d'ATEX. Donc, voilà, on va se lancer sur l'ATEX aussi, parce que voilà, pour aller sur des chantiers publics, pour montrer, c'est vrai qu'on va en parler après au niveau des assurances, de la norme. C'est vrai qu'au niveau réglementaire, dans la terre crue, il n'y a pas grand-chose. Donc, bon, nous, on va essayer d'avoir ces documents-là pour aider. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, devant. Bonjour, Véronique Estavoyer, architecte. Par rapport à vos deux produits, très concrètement, on voit sur les photos que la brique de chez Daniel est montée sans ossature. Donc, elle peut être faite en cloison porteuse. Est-ce que c'est le cas aussi des vôtres? Non. Non, on est toujours entre bois, on n'est pas porteur. Pour l'instant, on n'est pas porteur. Et nous non plus. Nous c'est juste cloison intérieure. Oui, oui. C'est juste du remplissage de cloison. Oui, on ne fait pas du structurel. Non, je comprends bien que ce n'est pas du structurel, mais elles sont Enfin, on n'est pas obligé d'avoir une ossature bois. Enfin, ce n'est pas du remplissage d'ossature bois, c'était ma question. Non, oui, oui. On peut les monter, les maçonner en tant que tel. Nous, elles le font 10. 10 d'épée parce que c'est les huisseries qui font 10. C'est pour ça qu'on reste sur le 10. Mais vous pouvez les mettre entre murs, entre ce que vous voulez. Elle n'est pas porteuse, mais elle est remplissable. Une dernière question de la salle? Oui. Bonjour, j'avais une question pour le groupe Dubourg. Dans quel contexte vous mettez en œuvre en fait ces briques? Est-ce que ça va être un élément de remplissage en ossature bois, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut isoler par-dessus? Est-ce que le R est suffisant pour la construction neuve? Alors pour la construction, moi je suis fabricant et je ne mets pas en œuvre. Donc c'est aux architectes de mettre en œuvre le produit. Et sur nos programmes immobiliers avec Aquitanis sur Biganos, à chaque fois qu'un architecte a utilisé la brique, automatiquement, il y a un bureau d'études qui passe derrière et qui donne l'avis de la pose de la brique. Moi, je ne rentre pas dans le cadre de l'isolant en plus ou de la façon de le poser. Nous, on fabrique. Après, il y a des personnes qui posent, il y a des personnes qui donnent les conseils pour la fixer. Merci beaucoup pour l'ensemble de la qualité des informations transmises. L'ensemble des intervenants sera disponible toute la journée à votre disposition. On a Elian qui... Pardon. Oui. Il y a Elian aussi qui a levé la main. Alors, Elian, et ensuite on prendra la dernière question de salle. C'était juste pour répondre très rapidement sur la question qui vient d'être posée, parce que là, je prends ma casquette Ecozimut. Madame Dubourg disait qu'il y avait des bureaux d'études à chaque fois sur le projet. Et sur celui de Biganos avec Dumont-le-Grand, le bureau d'études, c'est nous. Donc, je pourrais répondre à cette question. La brique n'est pas isolante parce qu'elle est quand même très dense. Elle est aux alentours des 1500 kg, selon le dosage en chambre, mais du coup, on ne peut pas isoler avec. Donc là, c'est des murs en ossature bois qui sont isolés avec de la fibre de bois. Et on est venu en mettre cette brique de 10 en doublage intérieur, en fait, pour apporter toute la masse inertielle, la régulation hygro côté intérieur et avoir un mur aspect finitaire, mais qui n'apporte pas à la résistance thermique du mur. Oui, dernière question. Ouais. Bonjour, Omar Godoy, bureau d'études structure.
Ma question est, est-ce que les briques sont aussi conçues pour une application extérieure? Si c'est couvert, enfin, je sais pas. Alors, oui, c'est possible sous certaines conditions. En fait, bien sûr, c'est de la terre crue, donc il faut faire attention aux remontées capillaires. Donc, il faut les poser sur une base de béton, de briques cuites ou de je sais pas, autre chose. Si le mur est protégé, bien sûr, il faut avoir de préférence une belle avancée de toit. On est dans une région très pluvieuse, donc il faut le protéger. Il faut savoir, bon, j'en ai pas parlé parce que nous, on propose nos briques avec tout un tas de produits vendus par PRB en fait, et ils proposent des produits de revêtement en fait pour protéger les briques au niveau de l'extérieur. Ils ont aussi des minéralisants qui viennent protéger et imperméabiliser la brique tout en la laissant respirer. Voilà, ils ont sorti toute une gamme de produits dédiés à la terre crue. Voilà. Merci. Oui, juste une question. Vous parliez de latex, c'est formidable. Mais aujourd'hui, vous avez un ETN, vous avez quand même... Non. Alors, nous, par contre, bon, on est producteurs déjà de produits. Donc, oui, de produits de la construction. On s'est déjà rapproché de nos assureurs. Il n'y a pas de problème. On est couvert. Oui, mais par rapport à vos clients, c'est la question que je pose. D'où l'intérêt d'aller chercher un latex, c'est que vos clients soient couverts pour la pose. Voilà, c'est surtout ça. Alors après aussi, il faut voir, il y a deux choses. Nous, on n'est pas du tout dans du porteur et dans du structurel. Oui. C'est juste de la cloison. C'est pour ça, on est parti vers ça. C'est plus simple, mais on avance petit à petit. Oui. Voilà. Ouais. Dernière des dernières, on me dit à l'oreillette. N'oubliez pas de vous présenter. Oui, bonjour, Bénédicte Martin, Bureau d'études thermiques et environnement. C'était une question pour Argile d'Aquitaine, où vous avez mentionné très vite fait le projet de Langon, où a priori vous devez fournir, j'imagine, la terre pour des enduits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce que ça représente en volumétrie pour vous, si c'est des choses qu'il faut prévoir longtemps à l'avance en termes de commandes? Voilà, si vous pouvez en dire un peu plus sur ce projet-là et comment ça se passe. Ça se passe bien. Il y avait une anticipation de la part de la maîtrise d'œuvre qui avait travaillé avec la filière locale. J'avais été pas directement approché par la maîtrise d'œuvre, mais par un applicateur et un distributeur local qui distribue uniquement des matériaux biosourcés. Ça représentait un certain volume. C'est jusqu'à présent, je pense, le plus gros chantier qu'on a pu faire. C'est de l'enduit sur... c'est de l'enduit sur bottes de paille. Intérieur. Donc ça représente tout de suite du volume parce qu'on est très vite sur du 4-5 cm d'épaisseur. Après, il y a les règles pro du RFCP qui cadrent ça. On y répond avec nos mortiers sans problème. Après, au niveau de l'anticipation, à partir du moment où on n'est pas prévenu 3 semaines avant le début du projet, ça va. Non, mais ce genre de projet, si on le sait 3 mois avant, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin d'être vraiment énormément en amont. À partir du moment où on arrive à proposer des produits déjà existants dans notre gamme. Mais aujourd'hui, on arrive à faire de l'ossature bois, on arrive à faire plein de produits sur différents types de supports. C'est une question de préparation de support après. Après, c'est dès qu'on va avoir des demandes spécifiques de couleurs particulières qu'on n'a pas forcément dans notre gamme, ou de technicité. Je travaille avec des fabricants de briques en particulier sur quelle résistance on doit avoir. Et donc là, on va creuser un petit peu plus. Donc voilà, un développement de produit nécessite beaucoup, des mois, voire 1 an en amont. Si c'est des produits qui existent, il n'y a pas de problématique. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Et de toute façon, vous restez du coup la journée à disposition en fait, des participants. Merci beaucoup pour l'ensemble des informations fournies.